Germany, 26th of September, 1945. Do you swear the testimony which you are about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Ja, ich schwöre, dass alles, was ich sage, die reine Wahrheit ist. What is your full name? Margarete Himmler. Are you alone here? Nein, meine Tochter Gudrun ist bei mir. And what was your husband's name? Heinrich Himmler. What was your idea of his job? Und anfangs hatte er nur die SS, dann kam die Polizei dazu und später wurde er dann auch noch Innenminister. Did he have a safe or a storage box in your house? Ja, And what did he keep in the safe? es waren Papiere und Dokumente darin. Are the papers and documents still there, as far as you know? Ja, natürlich. Wenn das Haus noch steht. « 8 octobre 1900. Expéditeur, le professeur du lycée royal de Bavière, Gebhard Himmler. Votre Altesse royale, prince et seigneur bienveillant, après un entretien avec monsieur le curé de l'église Sainte-Anna, je me permets humblement de vous prévenir que monsieur le curé procédera au baptême de notre petit Heinrich samedi le 13 de ce mois. Je me permets de vous exprimer l'immense gratitude que j'éprouve à la seule pensée que votre Altesse royale aura la bienveillance de devenir le parrain de notre enfant. Sachez, si cela vous intéresse, que notre rejeton pesait 3,7 kg le lendemain de sa venue au monde. Il mesurait 52 cm. Grâce à Dieu, il est très éveillé et témoigne d'un bel appétit. Le 4 septembre 1906, Heinrich est inscrit en première année primaire à l'école épiscopale. Heinrich est fréquemment malade, fièvre glandulaire, rougeole, pneumonie, oreillon. Grâce au cours particulier de mademoiselle Rudolph, Heinrich rattrape son retard et obtient la note B. « 12 mars 1910. Je dois avouer que j'ai été très fainéant et que j'ai souvent négligé d'écrire mon journal intime. Gebhard, mon frère aîné et moi, on est allés voir les mystères de la Passion avec papa et maman à l'église. J'ai beaucoup aimé le jeu des personnages, le Christ et Judas, ainsi que leurs costumes. L'orchestre et les chants étaient beaux. 5 août 1913, le matin avec maman à la Sainte Messe. À 6h moins le quart, la princesse Arnulf et le prince Heinrich sont venus prendre le thé. Nous avons été photographiés par le prince Heinrich. Mardi 28 juillet 1914. J'ai joué avec Falk Tsipara à glaive et bouclier. Cette fois avec 40 corps d'armée. La Russie, la France et la Belgique contre l'Allemagne et l'Autriche.
J'ai perdu 10 millions. La partie est très intéressante et loin d'être terminée. 1er août, mobilisation en Allemagne. 2 août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. 5 août, l'Angleterre a déclaré la guerre. Les Français et les Russes font des incursions frontalières. Victoire du Kronprinz, le prince héritier allemand, au nord de Metz. Réponse prodigieuse de l'Allemagne à l'ultimatum du Japon. Ai joué du piano. Le soir, collé des timbres. Avant le petit déjeuner, je suis allé au télégramme. Grande victoire, 26 000 prisonniers. « 8 heures, école. Discours de monsieur le directeur. Et chanté Deutschland, Deutschland über alles. Et un autre chant. Hindenburg a encore fait 50 000 prisonniers en Mazurie. Hurrah! Falk et moi, on aimerait tellement se battre aussi. Papa et maman sont partis à 17 h à la gare pour réconforter le convoi des blessés. Gebhardt a eu le droit d'accompagner papa et maman pour voir les blessés. Je l'ai beaucoup envié. Les Russes, faits prisonniers en Prusse orientale, ne sont pas 70 000, mais 90 000. Ils se multiplient comme de la vermine. Épouvantable journée à l'école, malentendu avec le professeur Wurmsee. Il ne me croit toujours pas. J'étais si contrariée en rentrant que je ne suis pas retournée à l'école l'après-midi et je me suis couchée. Les habitants de Landshut sont idiots et craintifs, comme d'habitude. Ayant entendu parler d'un possible retrait des troupes près de Paris, ils ont aussitôt fait dans leurs culottes et ont été pris d'une trouille bleue. Je n'aurais jamais cru ça des habitants de la Basse-Bavière, d'autant qu'ils sont si bagarreurs de nature. Un soldat blessé a dit la même chose. Aujourd'hui, Gebhardt a 17 ans. Il va donc intégrer le Landsturm. Oh, si seulement j'avais son âge, j'y serais déjà depuis longtemps. Je me réjouis à cette idée, car là-bas, on peut au moins venir en aide à sa patrie. « 4 septembre 1919. Malade. Me suis évanoui à l'aurore. Nuit épouvantable, colique. Pris des gouttes pour l'estomac. J'étais d'humeur exécrable et accablé. Je ne laisse jamais rien paraître de mes pensées sombres et de mes tourments. Pour la politique, je suis en ce moment terriblement pessimiste. Totalement pessimiste. « 10 novembre 1919. Je ne sais pas pour qui j'étudie présentement. J'étudie parce que c'est mon devoir. Aujourd'hui, j'ai pleinement retrouvé mon équilibre psychique. J'ai été admis au sein de la fraternité étudiante Apollo. Ses positions sont très décentes et très nationalistes. Père en a été membre autrefois. Lors du cantus, j'étais à la table des dirigeants. Discussions sur la réforme agraire, la dégénérescence, l'homosexualité, la question juive. Me suis porté volontaire pour des fonctions spéciales. J'ai bu 2 chopes de bière et j'ai exprimé mes remerciements au directeur. Il répondit de façon prophétique que ce n'était pas la dernière fois que je prenais la parole à leur table. « 7 heures. Duel au sabre. Je n'étais même pas nerveux. Je me suis bien battu en faisant montre d'une belle technique. J'ai reçu, comme il apparaîtra plus tard, 5 coups sanglants. Je n'ai pas vacillé une seule fois. Maintenant, je suis heureux.
À 15 heures, virée débile avec les camarades. Nous sommes allés à la brasserie Reichsadler Bar, très chic, beaucoup de juifs. Une danseuse est venue se joindre à nous. Une fille tranquille, simple, pas vaniteuse ni hautaine. Elle est viennoise, mais juive. Mais son comportement n'a absolument rien de juif. Au début, j'ai fait quelques remarques sur les juifs. Je ne pensais pas du tout qu'elle en fût une. Elle plaisanta de façon candide et bon enfant, sans jamais vouloir blesser. En un mot, une fille digne d'une grande estime. Les filles étaient en général jolies, certaines presque belles, mais toutes très coquines. Le plus épouvantable aujourd'hui en Allemagne, c'est que les femmes ne veulent plus être mères. 22 février 1922. À 9 heures, élection à Apollo, je n'ai pas été élu. Douleur atroce à l'estomac. Horrible sentiment de frustration et de dégoût. Ceux qui ne m'aiment pas sont nombreux. Pourquoi? Parce que je parle trop. Misérable bavard que je suis. Je n'arrive jamais à la fermer, irréfléchi et immature. Quand vais-je enfin réussir à me maîtriser? Hier soir, j'étais très soucieux et déprimé. Je voulais me lever à 5h30 pour aller tirer à la mitrailleuse, mais pitoyablement, je n'ai pas entendu le réveil. J'ai honte de moi. Qu'ai-je encore d'un soldat? Je suis un être dénué de toute volonté. Me vient l'idée que s'il y avait de nouveau un conflit, une guerre, si seulement je pouvais affronter des dangers au péril de ma vie, si je pouvais me battre, ce serait une délectation pour moi. Je suis allé rendre visite à Hugo. Irmgard, sa fille, sautillait toute nue autour de nous avant d'aller se coucher. Je trouve ça inconvenant. À 3 ans, on devrait apprendre la pudeur à un enfant. Hugo s'est moqué de moi quand je lui ai confié n'avoir jamais flirté, etc. Il m'a traité de nuque. La jeune génération indisciplinée est un grave danger pour l'Allemagne. Plaise à Dieu que cela change. J'ai acheté des livres, parce que, en eux, je trouve la paix intérieure. J'ai lu La lumière de l'Est, de Rudolf Stratz. Tous ont le désir de se multiplier. Seul l'espace est limité. C'est la lutte pour la multiplication qui déclenche la lutte pour l'espace. Si une nouvelle campagne est lancée à l'Est, j'irai. L'Est est le plus important pour nous. On doit se battre à l'Est pour s'y établir. Tacite, la Germanie. Nouvelle traduction du professeur Ludwig Wilser. Représentation somptueuse de la grandeur, de l'intégrité et de la noblesse de nos ancêtres. Ainsi devrions-nous redevenir, ou du moins certains d'entre nous. Est lu Le prêtre et l'acolyte d'Oscar Wilde. Dimanche soir, 10h30. D'humeur exécrable. Étrange. L'idéalisation d'un homosexuel. Image répugnante. Le chevalier, la mort et le diable. Hans F.K. Gunther. L'être de race nordique n'est pas seulement le plus doué, il est aussi le plus beau. La silhouette élancée de l'homme debout, l'expression triomphale de sa structure osseuse et musculaire. Tous deux, hommes et femmes, ont une peau rose pâle, les cheveux blonds, des yeux clairs triomphants. Tous deux ont la gestuelle accomplie d'un corps parfait. Une race royale entre les hommes. 2 avril 1923. Est lu Les Carolins, chroniques de Charles XII. Histoire d'un homme de fer qui, par son esprit et sa volonté, a animé un peuple jusqu'au dernier jour de sa vie, encourageant chacun de ses braves à l'héroïsme. Un homme dont notre époque aurait rudement besoin. Je crois à la révolution. Mais selon l'opinion générale, elle conduira à une lutte sanglante et acharnée. Si l'histoire se déclenchait maintenant, ce serait bien. Je serais content.
22 août 1924. Cher vieux camarade, aujourd'hui j'ai eu une somme de travail surhumaine. Je dois diriger et étendre l'organisation de la Basse-Bavière dans tous les domaines. C'est un acte altruiste au service d'une grande idée et d'une grande cause. Hier, je suis allé à Vilsbiburg. Le chauffeur est venu me chercher. En chemin, je lui ai parlé du nationalisme. Ensuite, au château fort. Château, chambre de torture, très intéressant. Dans le château et la vieille ville, on sent l'esprit d'honneur, de grandeur, de rigueur et de pesanteur du Moyen-Âge. L'esprit du temps passé. Nous, gens de culture, nous nous sommes bien éloignés du savoir de nos ancêtres. Si nous étions encore comme les anciens Germains, avec leurs coutumes et leurs traditions saines. Objectif de la SS du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. A. Assurer la protection des réunions des sections locales de la NSDAP. B. Renforcer la protection personnelle de Hitler lorsque notre Führer s'exprime à proximité d'une section locale. Une femme est aimée de 3 façons par un honnête homme. Comme une enfant chérie qu'il faut gronder et à l'occasion punir quand elle fait preuve de déraison. Comme épouse, qui lutte aux côtés de son mari sans jamais l'entraver. Et comme une déesse, dont il faut baiser les pieds. Mon cher bien-aimé, avant notre rencontre dans le train, j'avais perdu foi en l'homme, surtout en l'honnêteté et la franchise d'un homme envers une femme. Je peux de nouveau croire et faire confiance. Tu ne sais pas ce que cela signifie. Je suis comblée par toi et par ton amour. Je t'embrasse, ta Marga. Lettre numéro 4. Chère Marga, je trouve le destin bien généreux avec moi quand je vois ton doux visage et tes yeux si bons, si doux, si loyaux, si bleus. J'ai numéroté cette lettre. Je trouve cela très pratique, d'autant que je pense que nous allons nous écrire souvent, très souvent. La numérotation commence notre journée du 18 décembre. Arrivée à la gare centrale de Berlin à 17h23. Ton Heinrich. Unter Linden, gehen spazieren die Mägdelein. Wenn du Lust hast einzubinden, dann spaziere hinterdrein. Fängst du an beim Kaffeebauer, sagt sie dir noch, ich bedauere, bist du am Pariser Platz. Schubst, da ist sie schon, dein Schatz. Sagt sie dir noch, ich bedauere, bist du am Pariser Platz. Schubst, da ist sie schon, dein Schatz. Munich, 28 février 1928. Lettre numéro 65. Chère Marga, j'ai éprouvé une telle joie après mon service, en sachant que j'allais passer quelques heures de rêve avec ma petite femme, qui sera si douce avec moi. Nous pourrons bavarder et nous dire tout ce que nous ne dirons à d'autres, parce qu'ils ne peuvent nous comprendre, et que nous sommes trop fiers pour dévoiler un pan de notre âme à ceux qui pourraient en rire. Reçois mon amour, ton Heini. Berlin, lettre numéro 73. Mon amour, ta lettre m'a trouvée alors que je n'étais pas de bonne humeur. J'ai eu plus de désagréments que je n'aurais imaginé en avoir. 4 opérations et 1 décès. Être propriétaire d'une clinique, c'est très pénible. Je rentre à l'instant de la ville. J'ai bu une bière avec Madame Reifschneider. Elle m'a vivement déconseillé de fréquenter un homme qui a 7 ans de moins que moi. Tu sais à quel point les femmes sont le sexe faible. Je ne voudrais jamais être une charge pour toi. Ta Marga.
Munich, lettre numéro 74. Ma chère petite femme, fais-moi plaisir et ne te fais plus jamais de soucis. Sois rassurée d'une chose, je resterai toujours égal à moi-même. Nous prendrons la gente dame à témoin et un pacte solennel sera conclu, comme avec un juif. 1. La coquine cuisine tous les jours une assiette de soupe quand le brave homme est là. 2. Le méchant homme mange la soupe. 3. La coquine fait tous les jours, matin et soir, quelques minutes de gymnastique. Ton méchant homme. Mon petit chéri, mon chéri, j'ai bien trop ri. Je ne pourrais jamais imaginer un tel homme pour moi. N'écris plus jamais 1, 2, 3. Typiquement fonctionnaire. Imagine que tu sois fonctionnaire. La gentille dame ne peut pas faire de gymnastique toute seule. Elle préserve ses jambes pour le podium et toutes les autres coquineries. Mon méchant homme, il y aura vengeance quand tu seras de retour à Berlin. Vengeance, vengeance. Notre vengeance sera admirable. Bientôt, la gentille dame sera auprès de son méchant homme et elle sera plumée, effeuillée, écorchée et réprimandée. C'est là qu'intervient la magie. Le méchant homme devient subitement doux parce qu'il aime énormément sa petite femme, Tamarga. Chère coquine, je commence à bien te connaître. Tu es incroyablement rusée. Petite chérie, 1, 2, 3. Ça n'a rien de fonctionnaire, c'est plutôt militaire. Lors des prochains 3 jours, j'ai 6 assemblées. Münster, Passau, Memmingen. Mardi, probablement à Landshut. Là, je dois aller chercher le chef. Il parle ce soir. Tendre baiser, ton Heini. Mon bien-aimé bon et sauvage, tu es redevenu une véritable agence de voyage. Pourquoi te rends-tu à une assemblée d'Hitler alors que tu sais ce qu'il va dire ? Je dois être présent aux assemblées d'Hitler. C'est moi qui les organise. J'en suis co-responsable. Plus que quelques mois, et l'homme sauvage sera à jamais avec toi. Pense à ta vengeance. Avec amour, ton Heini. Mon cher amour, tu voudrais que j'aime un parti qui ne te donne pas le temps de me rendre visite ? Je ne comprends rien à la politique. Je préfère m'entraîner à la vengeance. La vengeance, une terrible vengeance. Laisse donc travailler les autres pour toi. Je t'embrasse, Tamarga. Diriger signifie en faire toujours plus que les autres, afin de pouvoir exiger les meilleures performances possibles. Oui, ma petite, quel méchant homme as-tu là, avec son parti si mauvais et si méchant. Je sais, je suis dur, mais cela a ses bons côtés. « 16 juin 1928. Mon amour, j'ai été chez Hanomag pour l'automobile. Une auto coûte 2300 tout compris, alors qu'une Dixie, qui est nettement meilleure, coûte 2500. Mon chéri, c'est trop cher. Restons-en à Hanomag. Hanomag est une imposture, une sale société juive. La Dixie à 2 places est une admirable petite voiture de sport. Chérie, tu en auras beaucoup de plaisir. Commandons de suite une Hanomag. Auch die Frau gehört zur SS. Sie ist ein Teil der SS, da wir nicht nur ein soldatischer Verband, sondern eine Gemeinschaft, ein Orden sind. Auch die Frau hat hier zu gehorchen. Chère Marga, je t'ai dit un jour que je ne te décevrai jamais. Mais la chose à laquelle je ne peux renoncer, c'est mon destin. Ma plus grande inquiétude
C'est la question de savoir si j'ai le droit de causer un jour peut-être d'horribles tourments à un être que j'aime à l'infini. Je ne pourrai jamais me détourner de mon devoir. Et il se peut qu'un jour, je t'entraîne malgré moi dans un tourbillon de tourments et de malheurs au funeste destin. Nous, les soldats luttant pour la liberté de l'Allemagne, devrions en fait rester solitaires et à l'écart de la société. Ma chère, chère enfant, je n'écris pas ces mots à la légère, mais parce que je prévois déjà les horreurs du futur. Mon soldat ne s'améliorera pas, on l'aime tel qu'il est. Et ton amour, s'il m'appartient, me donne le courage et la force de tout supporter. J'assumerai mon destin avec fierté. Je t'aime tant, Marga. Ma chère épouse, pure et pleine de bonté. Dans la matinée, j'ai eu une réunion de service avec un camarade du parti concernant les possibilités de financement de la SS. Quand le juif t'aura donné l'argent pour ta clinique, fais-le-moi parvenir, s'il te plaît. J'en ai besoin pour l'agrandissement de la maison. Hauschild ne m'a pas encore versé l'argent pour la clinique. Un youpin reste un youpin. Parfois, mon chéri, j'ai peur de la méchanceté des gens. Sont-ils tous aussi mauvais que ma racaille juive? Mon adorable petite femme chérie, l'argent est une telle nécessité, aussi répugnant et maudit soit-il. Ne t'énerve plus à cause de ton juif. Lettre numéro 145. Ma tendre et douce petite femme. Ma chérie, notre maison sera tellement belle. Elle sera magnifique. Les arbres et les arbustes ont bien poussé. Demain, j'en aurai fini avec le peintre et l'électricien. Je te joins une note avec les dimensions des fenêtres. La cuisine est peinte en jaune, l'escalier en gris-bleu. La chambre à coucher en vert clair. La chambre de bonne d'une couleur claire. La chambre d'amis également d'une couleur claire. Notre vie sera tellement magnifique. Notre amour pur et profond, corps et âme. Ma chère épouse, comme je t'aime. De notre foyer, de notre château, nous éloignerons tout ce qui est sale. Ton mari. Sur ordre de notre Führer du 6 janvier 1929, j'ai pris le commandement de la SS du NSDAP. Lors du recrutement de nouveaux membres, j'exige de tenir compte des critères suivants. Âge minimum, 23 ans. Taille minimale, 1,70 m. 1 an d'appartenance au parti. Attestation écrite de 2 témoins qui peuvent vraiment se porter garant pour la recrue. Il doit faire preuve de qualité humaine et être décent. Sur 100 candidats, nous ne pouvons en retenir que 10 ou 15 en moyenne, pas plus. Nous exigeons un certificat sur l'affiliation politique des parents et des frères et sœurs. Nous exigeons l'arbre généalogique depuis 1750. Nous réunirons au sein de cette organisation le maximum de personnes faisant preuve de façon notable de la lignée sanguine requise et issus du peuple allemand, et nous leur inculquerons la discipline militaire. Lettre numéro 152. Chère Marga, j'étais chez mes parents. J'ai expliqué rapidement à mon cher père la nécessité des combats de rue. La lutte et le travail ne m'ont jamais trop nui encore. Nous aspirons à la révolution. C'est notre objectif avoué.
J'ai lu des articles sur les combats pour l'augmentation des salaires à Brunswick. Pourquoi veux-tu, assoiffé de sang, jouer du couteau? Mon amour bien-aimé, es-tu sage et décent? Il y a un tourment que tu ne peux pas m'infliger. Je ne peux pas toujours être aussi sage que tu le souhaites, ma chère épouse. Tu devrais toujours rester aussi intègre, toi, l'homme épouvantable à l'âme noire. Gudrun Margarete Elfriede Emma Anna est née le 8 août 1929 dans une clinique à Munich par césarienne. Elle pesait 3 kg 625 grammes et mesurait 54 cm. Blonde, yeux bleus, avec des petits ongles tout roses. Notre cher enfant éternue comme son papa chaque jour, et même 2 fois de suite. 12 janvier 1930, elle lève seule sa petite tête et essaie de rire. Elle adore le bain et barboter dans l'eau. Elle est vraiment très éveillée. Avant chaque événement, les SS s'alignent selon leur taille en 2 rangées. Les soirées des SS se poursuivent par des exercices d'obéissance. Durée minimale de 3 quarts d'heure, comme garde à vous, repos, demi et quart de tour, présentation, salut, etc. Ils s'exercent au chant aussi. J'exige une obéissance rigoureuse à tous les ordres donnés. Fête d'anniversaire de Gudrun, 8 août 1930. Les grands-parents sont arrivés à 14h30 avec l'omnibus, accompagnés des Schönbaum. La main de Gudrun à son premier anniversaire. Comme toujours, elle n'a pas pu se tenir tranquille. 13 avril 1931. Elle aime aller au poulailler. Elle n'a pas peur, même pas du gros dindon. Elle court derrière les animaux, elle aime les nourrir aussi. Ces derniers temps, elle a appris beaucoup de choses. Elle comprend la plus grande partie de ce qu'on lui dit. Elle aime travailler, elle donne son aide pour tout. Elle aime son papa par-dessus tout. Elle demande tout le temps « Où est papy ?» Puis elle répond toute triste « Papy parti !» 2 juin 1932. Mon amour, ton méchant mari ne peut écrire de longues lettres. La période jusqu'aux élections sera terrible. Ne te fâche pas. Mon amour, nous nous battrons pour notre bonheur. Tout ira bien pour nous. Le paradis que nous nous sommes construits, personne ne peut le détruire. Il était déjà 22h30 et Gudrun ne dormait toujours pas. Soudain, elle a dit « Oncle Hitler doit-il mourir aussi ?» Je l'ai rassurée en lui disant « Oncle Hitler vivra encore longtemps ». Contente, elle s'écria « 100 ans, très longtemps !»« Non, maman, je sais, 200 ans !» J'ai répondu « Certainement ». Cela l'a rassurée, elle s'est couchée et elle s'est vite endormie. Und erinnerst du dir gut daran, den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen zu vertrauen? Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Mon cher fils, tu t'es enfin imposé dans la forteresse. À toi aussi, nous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères pour le succès et la victoire du parti à laquelle tu as largement contribué. Ta chère mère est en extase. Mon cher fils, je suis transportée de joie.
J'aimerais te féliciter pour l'accomplissement de ton aspiration qui était aussi la nôtre, et pour la victoire obtenue de haute lutte par notre Führer. Puisse-t-il continuer à profiter de la chance et de la grâce de Dieu. Quant à toi, mon cher fils, je te souhaite de tout cœur de préserver ta santé, en dépit de tout ce tumulte et de cette surcharge de travail. Avec amour et affection, je te salue et t'embrasse tendrement, ta maman. Cher Heinrich, nous te prions de transmettre au Führer notre gratitude la plus profonde et la plus chaleureuse pour sa photo avec cette gentille dédicace. D'autant que nous pouvons difficilement le remercier en personne. La moindre photo de toi nous comble, mon cher Heinrich, ainsi que toutes les nouvelles à la radio et dans les journaux. Je t'embrasse de tout cœur, ta maman. Heil Hitler. Je sais qu'il y a des gens en Allemagne qui se sentent mal lorsqu'ils voient notre uniforme noir. Nous les comprenons. Nous ne nous attendons pas à être aimés par tout le monde. Nous serons respectés par tous ceux qui aiment l'Allemagne. Ceux qui auront à nous craindre sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont mauvaise conscience envers la nation et envers le Führer. Reichsführer de la SS, H. Himmler. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Nous n'avons pas tellement d'enfants. Un peuple de bonne race qui a très peu d'enfants est voué à finir dans la tombe. Un peuple qui a beaucoup d'enfants peut prétendre à la puissance mondiale et à la domination mondiale. Le nombre minimum d'enfants pour un mariage heureux et sain doit s'élever à 4. Si des circonstances malheureuses empêchent un couple d'avoir des enfants, chaque dirigeant de la SS devrait adopter des enfants de race pure et d'hérédité saine et les élever dans l'esprit du national-socialisme. Melde Gehorsams, Kompanie angetreten. Links und 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 links. 10 mai 1933. Vendredi, Gerhard von der Ahe, notre fils adoptif, est arrivé chez nous. C'est un joli garçon, très éveillé. Poupette voulait souvent le caresser et le dorloter, mais comme lui n'aimait pas ça, il l'a frappé, et cela s'est terminé par une grosse bagarre. C'est malheureux, mais ils se chamaillent très souvent. Le garçon veut toujours tout avoir, et quand Poupette lui cède quelques jouets, ça la rend quand même très jalouse. Ce que j'exige de vous, c'est de l'ordre. L'ordre autant dans les grandes que dans les petites choses. L'ordre est la base même de la nation. La culture et l'ordre sont le fondement de l'État. Le soldat dont l'uniforme n'est pas en ordre n'obéirait plus et deviendrait comme les bolcheviks d'en face. Nous enseignerons toutes ces choses aux dirigeants, même comment se nourrir convenablement. J'attends aussi de vous que vous soyez très exigeants dans l'éducation. Ne pardonnez rien. Mais j'exige aussi que vous restiez humains. Considérez-vous, je vous prie, comme des assistants et pas comme des dictateurs. Le Reichsführer de la SS annonce que le premier camp de concentration a été construit près de Dachau.
un nouveau lieu d'accueil pour 5000 parasites communistes et sociodémocrates. Cher Heinrich, moi, vieil homme, je n'ai pas eu le cœur de chasser du seuil de ma porte cette mère désespérée, devenue veuve de guerre que je connais depuis des années, et qui court d'un service administratif à un autre en pleurant et en suppliant pour obtenir de l'aide. Je t'envoie donc quand même sa requête et ne me reproche pas ma faiblesse. Je t'en prie, essaie au moins d'aider son fils. Mes chers parents, bien sûr que je vais considérer la requête de la veuve de guerre. En hâte, Heil Hitler, votre Heinrich. Cher Heinrich, encore mon père, vas-tu te dire. Le docteur Weber, mon successeur, m'a parlé samedi dernier d'une affaire personnelle. Lui et sa famille ont toujours été de sensibilité nationaliste, j'en ai la certitude. Voilà que Franz, son fils aîné, qui est avocat, a dévié du droit chemin. Préservé avec difficulté de la faim par ses parents, il a probablement été incité par son épouse à défendre des communistes pour se faire un peu d'argent. Mais lui-même n'est pas un communiste. La pauvre maman Weber a été choquée dimanche matin quand, à 6 heures, 6 hommes puis 3 hommes encore l'après-midi sont venus fouiller le logement en quête d'armes et de documents et ont interrogé la famille. Je te prie de faire au moins ce qui est possible. Cher père, je te remercie de tout cœur pour ta lettre du 23 novembre. Je te joins une copie de la réponse de M. Weber afin que tu saches de quelle façon cette affaire a été réglée. Merci de tout cœur, tu as été clément. Cher Heinrich, l'envoi de toutes ces requêtes est une corvée pour le vieil homme que je suis. Elle m'accable. Ce midi, j'ai trouvé la lettre suivante de mon très bon ami, le professeur de lycée, M. Brunner, au sujet de l'arrestation de son fils. S'il te plaît, aide cet homme respectable. Père, il était de notre devoir d'arrêter le fils Brunner. Cher Heini, pour sa fête le 27, ton si bon père a reçu énormément de vœux. Seuls les tiens, mon cher Heinrich, ont manqué. Aujourd'hui, nous avons dîné avec 25 personnes. Tout est très mal fait. Heini est hors de lui. La conduite des femmes est une catastrophe. Qu'une telle chose puisse exister sous le Troisième Reich, mon Dieu, ces gens. Heini a bien raison. Il faut irriter les autres et ne pas se laisser irriter. Heinrich a dû partir plus tôt. Il travaille jour et nuit. Comment fait-il pour tenir le coup? Il est tellement fatigué et accablé par tous les soucis. Je trouve qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Toutes les choses qui concernent la sexualité ne sont pas une question privée, se limitant à l'individu. Elles ont en fait pour conséquence la vie et la mort de la nation. Je prends un exemple du quotidien.
Si le conseiller ministériel X est homosexuel et qu'il doit sélectionner des stagiaires pour son service, il ne les choisira pas selon leurs aptitudes. Il ne cherchera pas les meilleurs juristes, mais il choisira quelqu'un qui est aussi homosexuel. Ces gens-là se reconnaissent de loin, au premier coup d'œil. L'homosexualité réduit à néant toute performance, toute réalisation basée sur la performance, et anéantit l'État dans ses fondements mêmes. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile pour nous que pour nos ancêtres. À leur époque, les cas de déviance étaient très rares. Un homosexuel était noyé dans un marécage. J'ai donc pris la décision suivante. Ces gens-là seront conduits sur mon ordre dans un camp de concentration et ils seront abattus dans le camp pour avoir voulu fuir. « 11 mars 1938. Depuis hier, nous sommes 10 personnes dans le Valais. Poupette et Reussienne ont vu pour la première fois du gibier. Elles étaient si heureuses, si contentes. Le temps passe si vite avec les enfants. Ils sont à la fois adorables et vilains. Ils se chamaillent puis se réconcilient. Notre garçon a été particulièrement sage ces derniers temps. Nous avons invité les Wedel, les Oswald, ainsi que Bertha et son mari. Nous avons dîné en écoutant de la musique tzigane. 12 mars 1938. Heini est allé à la chasse aujourd'hui. Nous avons écouté la radio jusqu'à 2 heures du matin. Heini est entré le premier à Vienne. L'Autriche fait désormais partie du Reich allemand. Heini a appelé. Il va bien, mais il est vraiment débordé. Cette nuit, Poupette est tombée malade. Elle a de la fièvre, je n'ai pas réussi à dormir. Alors que j'étais assise à côté de son lit, je lui ai dit qu'il était déjà 2h30 du matin et qu'elle devrait essayer de dormir. Elle a dit « Hier à cette heure-ci, Papy est entré. » À Vienne, voulait-elle dire. Cet enfant est de toute évidence très attaché à son père. Tant qu'il y aura des êtres sur Terre, les conflits entre hommes et sous-hommes seront la règle historique. Le sous-homme, qui semble biologiquement entièrement appartenir à la même espèce, avec des mains, des pieds, une sorte de cerveau, des yeux, une bouche, est toutefois bien inférieur à tout animal sur le plan intellectuel et psychique. Le sous-homme déteste l'œuvre d'autrui. Il fulmine contre elle, en secret, comme un voleur, et publiquement se mue en dénigreur et en assassin. La volonté du sous-homme est immuable. Que le désert revienne là où la lumière de l'érudition suprême illumine de manière créative l'obscurité. Pour ce qui est des Juifs, quand toute cette racaille nous quittera-t-elle, qu'on puisse enfin vivre heureux? Garantieren kann ich für eines, dass solange ich die SS führe, in einem Krieg im Innern es keine Drückeberger oder einen Menschen, der auch nur in Gedanken eine Revolution macht, gibt. Ein Herrenvolk muss in der Lage sein, Menschen, die für die Gemeinschaft schädlich sind, auszuschalten. Wir würden ohne jedes Erbarmen sein. Und ist es dann gleichgültig, wenn in einer Stadt Tausende auf die Decke gelegt werden müssen.
Ich würde es tun. Berlin, 4 septembre 1939. Maintenant, c'est la guerre. Poupette a une carte de l'Allemagne et suit tout ce qui concerne son papa sur cette carte. Gerhard a une nature délinquante. Il a de nouveau volé de l'argent et il ment de façon éhontée. La Croix-Rouge m'a confié la gestion de tous les hôpitaux militaires de la 3e région militaire. Je suis heureuse d'apporter ma contribution. Pour son anniversaire, Heini a eu une très grande joie. Le Führer l'a nommé commissaire pour la colonisation dans toute l'Allemagne. Quel merveilleux sentiment de le voir enfin gratifié de la sorte. Je suis allée à Poznan, Lodz et à Varsovie. Mühlenkavel et ses environs, horribles. Tout est en ruine. Pendant toute la période polonaise, rien n'a été fait à travers tout le pays. Il y a tellement à faire. Cette racaille juive, ces Polacs, la plupart n'ont même pas l'apparence d'un être humain. Ces Polonais ne meurent pas facilement de maladies contagieuses, ils sont immunisés. C'est une tâche énorme de faire régner l'ordre ici. Heini a bien trop de travail. On en parlera encore dans des milliers d'années. Décret de la Gestapo. Il vous est notifié par la présente que vous avez 7 heures pour quitter votre logement. Les clés du logement et de l'entrée principale doivent être réunies en un seul trousseau, muni d'une étiquette sur laquelle vous inscrirez vos noms et votre adresse. Vous pouvez emporter une valise d'une taille maximale de 100 sur 80 sur 80. Vous n'avez pas le droit d'emporter d'argent, de titres, de devises, de livrets d'épargne, ni d'objets de valeur, or, argent, platine, ni cheptel vivant. Vous devez impérativement respecter l'ensemble de ces ordres sans émettre aucune objection, sans quoi vous subirez les sanctions les plus lourdes. La maison de tes parents doit être ton foyer. Ta maman, Gmund, lac de Tegernsee. Dans la vie, il faut toujours être décent, courageux et bienveillant. Ton papa, Gmund, 18 mai 1941. La maison Lindenficht, Gmund, la maison de mes parents. Les hommes de la SS me vouvoient et m'appellent Mademoiselle Gudrun. Ça me fait très bizarre. Quand il y aura la paix, nous recevrons sûrement une ferme à l'est. Ça nous rapportera plus d'argent. Peut-être que nous recevrons aussi une maison sur l'Obersalzberg. La maison Lindenficht m'appartiendra un jour. Oui, le jour où il y aura la paix. Mais ça prendra encore beaucoup de temps. 2 à 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes allés au camp de concentration SS de Dachau. Maman, tante Lydia, tante Frida, Röschen, Inge Hammerl et moi.
Nous avons tout visité. Le grand jardin, le moulin, les abeilles. Ensuite, les livres. Des livres du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Puis, tous les tableaux peints par les détenus. Magnifiques. Ensuite, nous avons mangé. Beaucoup. Puis, chacun de nous a reçu un cadeau. C'était tellement bien. Une très grande exploitation. Tante Lydia et moi sommes de nouveau seuls. Papa est à l'Est, maman est à Paris. Hier, j'étais assise au dernier rang. Pour l'interrogation de biologie, j'avais une anti-sèche. Madame Zimmer l'a vue, mais elle n'a rien dit. J'ai trouvé cela très convenable de sa part. 15 juin 1941. Ma chère mamie, avant mon départ, je tenais à t'envoyer quelques lignes et aussi un bouquet de fleurs. La prochaine fois que je t'écrirai, ce sera depuis la Russie. Je joins aussi 5 doubles tablettes de chocolat que je t'avais promises pour les enfants. Je t'embrasse affectueusement, ton papy. Mon cher amour, Poupette n'a que 12 ans. Elle n'est pas encore capable d'imaginer ce qu'est la guerre. Tous les jours, elle parle de son anniversaire. Je t'embrasse chaleureusement, ta Marga. Ma chère mamie, le trajet dans les pays baltes était très intéressant. Je trouve qu'il est bon que notre Poupette ne comprenne pas encore trop bien la guerre. Tu devrais néanmoins régulièrement lui en parler. Les missions sont gigantesques, et du fait des distances, nous n'en sommes qu'au tout début. J'ai envoyé ce jour un colis à Poupette, plein de sucreries. Je t'embrasse affectueusement, ton papy. Mon cher papa bien-aimé, je suis très triste que tu sois de nouveau reparti au front. J'espère que tu vas bien. C'est épouvantable que nous soyons en guerre contre la Russie. C'était nos alliés tout de même. Fais attention qu'il ne t'arrive rien. Tu n'as plus besoin de m'envoyer de chocolat au lait. Le coursier en a apporté tellement. Merci beaucoup. Le bien-être des Russes, le bien-être des Tchèques, cela m'est complètement égal. Que les autres nations vivent dans la prospérité ou qu'elles crèvent de faim, cela ne m'intéresse que dans la mesure où on a besoin d'elles comme esclaves pour notre culture. Si tu touches à un cheveu d'un des nôtres, tu mourras ainsi que tous les hommes polonais du village. Voilà ce qu'ils doivent savoir. Nous ne serons jamais violents ni cruels quand ce ne sera pas nécessaire, c'est clair. Nous, les Allemands, sommes le seul peuple au monde à avoir une attitude décente envers les animaux. Nous adopterons donc aussi une attitude décente envers ces animaux humains. Dans 10, 20 ou même 100 ans, la frontière allemande actuelle sera bien dépassée. Nous créerons des régions germaniques de race pure, comme l'ont fait nos ancêtres autrefois. « 8 août 1941, mon anniversaire. 13 bougies ont brûlé, ainsi que la lanterne de Yule. Chaque SS devrait en avoir une. De papa, j'ai reçu des photos de tous les empereurs allemands, des échasses, des tortues, un livre pour mes costumes et une corbeille de roses. Elke m'a offert un poney Shetland. Papa ne m'autorise pas à le garder parce que les parents d'Elke tentent de profiter de notre amitié. Papa a dit que je recevrais un cheval en temps de paix. Nun bin ich stolz, Blätter hat kein Baum im Holz. Aber wie es Abend ward, ging der Jude durch den Wald, im Sack und großem Bart. Er steckt sie ein, geht eilends fort und lässt das leere Bäumlein dort.
Dépenses du ménage. Salaire, 90 marks. Dons, 5 marks. Papeterie, 1 marque 25. Poupette, 2 marques 25. Fleurs, 5 marques 40. Divers, 1 marque 40. Ma chère mamie, je suis désolé d'avoir pour la première fois oublié notre anniversaire de mariage. J'étais très occupé ces jours-ci. 9 heures, réveil. 10 heures, je m'habille et je prends mon petit déjeuner. Puis je me rase pendant que le docteur Brandt me lit le courrier. Réveil entre 8h30 et 9h30. Rangement. Promenade dans le jardin. Organiser toutes les tâches. Travaux manuels. Puis travailler et gouverner par téléphone, radio et télégramme. L'après-midi, lecture. Poupette aussi. Nous lisons les livres que tu nous as envoyés. Tous les 2 jours, à 13 heures, je vais rencontrer le Führer. J'arrive là à 14 heures, on déjeune. Retour vers 16 ou 17 heures, je travaille dans le train. De samedi à mardi, j'ai été dans des champs de manœuvre. J'ai vu de nouveaux procédés de tir très intéressants. Entre-temps, voyage de 3 jours et plus. À Lublin, Lviv, Dubno, Rovno, Lutsk. Ma très chère mamie, 6 juin, un rapport des plus intéressants dans lequel notre Gerhard joue un rôle. Il n'y peut rien peut-être, mais il a une fâcheuse disposition à mentir. Lorsque j'écris à Gerhard, devrais-je encore signer « mère » ? Je ne signerai plus mère pour Gerhard pour le moment. Si son comportement s'améliore, on pourra y revenir plus tard. Mon voyage me conduit à présent à Kaunas, Riga et Minsk. Malgré la quantité de travail, je me porte très bien et je dors très bien. Je t'embrasse avec amour, ton Heini. Je te remercie pour ta si gentille lettre. Regarde, sur cette photo, tu as un visage très drôle. Tu es tellement adorable. Quand je pose la photo en face de moi, tu me regardes droit dans les yeux. Oh, papy, reviens-nous vite. Lettre numéro 99A au Reichsführer de la SS. Voici le rapport intermédiaire concernant l'Obergruppenführer von Dembach. Il souffre principalement d'hallucinations en relation avec les exécutions de Juifs qu'il a supervisées, ainsi que d'autres expériences pénibles sur le front de l'Est. Le patient est revenu du front de l'Est dans un état d'épuisement général extrêmement sévère, surtout sur le plan nerveux. Ces derniers jours, ses intestins ont dû être plusieurs fois vidés à la main. Ses intestins ont été paralysés quelques jours du fait de l'administration d'opium.
Ma chère mamie, j'ai beaucoup souffert de l'estomac, mais je suis tout à fait rétabli. Mais ces problèmes intestinaux sont vraiment répugnants. Des dizaines de soldats en souffrent sur le front. Ton Heini. Communiquez à tous les services. Le devoir sacré des officiers supérieurs et des commandants est de veiller personnellement à ce qu'aucun de nos hommes chargés d'accomplir cette lourde tâche ne se mue en brute ou ne subisse des troubles psychologiques et comportementaux. Pour remplir cette mission, il faut une discipline de fer lors de l'accomplissement des tâches, mais aussi des réunions conviviales en soirée. Ces soirées doivent refléter l'esprit typique de chez nous. Les hommes se rassembleront autour d'une table en profitant de la musique et des spectacles. Ils passeront ces heures immergés dans les contrées sublimes de la culture allemande. Affaire secrète du Reich. Au Reichsführer de la SS. La révision des camions des groupes D et C est terminée. Le gazage n'est pas du tout exécuté correctement. Pour terminer au plus vite l'opération, les conducteurs appuient à fond sur l'accélérateur. De cette manière, les prisonniers meurent par asphyxie, et non, comme c'est prévu, après avoir perdu connaissance. Le procédé que je préconise a démontré qu'avec un réglage correct de la pédale, la mort intervient plus rapidement, et les détenus s'endorment paisiblement. Les visages déformés et l'expulsion d'excréments qui étaient monnaie courante jusqu'ici n'ont plus été constatés. Je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur le fait que les camions sont désormais connus et surnommés les camions de la mort. C'est atroce et épouvantable pour un Allemand de devoir assister à ça. C'est ainsi. Si ce n'était pas atroce ni épouvantable pour nous, nous ne serions plus des Allemands, nous ne serions pas des Germains. Si nous manquons de sang-froid maintenant, nous léguerons ce manque de sang-froid à nos fils et à nos petits-fils. Chère sœur, malheureusement, les circonstances exceptionnelles engendrées par la guerre ne nous autorisent pas à discuter de vive voix du sujet qui suit. À Noël 1938, Heinrich et moi avons eu une conversation durant laquelle nous avons tous deux reconnu que nous nous aimions infiniment. Il ne divorcera pas comme ça, c'est exclu pour le moment. Sa fille n'a que 13 ans. Ce n'est pas la faute de son épouse si elle ne peut plus lui donner d'enfants. Elle a déjà 48 ans. Le Führer, Martin Bormann et Karl Wolf sont au courant de notre secret. Ta sœur, Hedwig. Ma chérie, ma chère Aisy, tu m'as offert ton cher cœur tant aimé et tout ton être. Je n'ai qu'un seul souhait. Malgré les difficultés, je veux faire ton bonheur, comme tu as fait le mien, comme tu le fais au quotidien. J'embrasse tes chères mains et tes douces lèvres. Ton H. Mon très cher, je te joins la liste de Noël de Poupette. Tu pourrais cocher ce que tu lui achèteras et renvoyer la liste. En ce moment, on rassemble les cadeaux de Noël pour les SS. 10 000 tablettes de chocolat. Sais-tu ce que j'aimerais que tu m'offres pour Noël? Ta Marga. Cette année, ce sera la première fois qu'on fêtera Noël sans papa. Gerhard, lui, sera là. Papa nous a appelés. Il y a peu, j'ai demandé à papa ce qu'il allait m'offrir pour Noël. Et il a répondu, un morceau de bois pour que je ne gèle pas. Y aura-t-il encore la guerre au prochain Noël? Que Dieu garde notre papy. Mon très cher, j'ai reçu un colis dont l'expéditeur est E. Lorenz, dans lequel il y avait une immense volaille dont la vue m'a d'abord effrayée, car je me voyais déjà en manger pendant 8 jours. Aujourd'hui, alors que je voulais chaleureusement remercier Erika, j'ai appris que ça venait de toi, ta hache. Minuit, je n'arrive de nouveau pas à dormir.
Je pense. Mops Wedel est tombé. Un SS de 18 ans. Pauvre maman. Cela fait 2 jours que je n'ai aucune nouvelle de Heini. Madame Berkelmann m'a écrit aujourd'hui, elle demande le divorce. Son mari va avoir des enfants d'une autre femme. Toutes les jeunes filles ont envie d'un époux. Si elles savaient à quel point la vie est amère. À présent, ma sœur, le plus important, c'est que j'ai la certitude depuis fin juin que notre vœu va se réaliser, que notre enfant grandit en moi. C'est un sentiment tellement agréable quand il bouge. Je m'imagine déjà le porter dans mes bras, le choyer, le gâter. C'est un sentiment indescriptible. On prend tellement soin de moi que c'est parfois trop pour être agréable. Ta sœur Hedwig. Ma chère Eslein, je vais de suite en face pour t'appeler et entendre ta chère voix. Le colis contient des choses sans valeur, mais choisies avec amour. J'espère que notre bout de chou ne se fait pas mal avec son hochet. Je t'aime immensément. Ton H. Heini est resté 2 jours à proximité d'ici et il n'a même pas appelé. Pour mon enfant, je veux et je dois tout supporter. Elle n'a que 13 ans. Elle ne doit pas savoir à quel point la vie est dure. Elle entend déjà assez de choses qu'il vaudrait mieux qu'elle ne sache pas. Peut-on encore faire confiance à une personne? La vie nous le dira. Affaire confidentielle du Reich. Lettre numéro 122A. Très vénérable Reichsführer, mon devoir implique de vous tenir régulièrement au courant sur les progrès de mes recherches, comme je le fais aujourd'hui. La méthode que j'ai mise au point pour stériliser le corps féminin sans effectuer d'opération est pratiquement au point. Cette méthode nous permettra vraisemblablement de stériliser une centaine, voire 1 millier de juifs par jour. Sur les 10 millions de juifs que compte l'Europe, selon moi, 2 à 3 millions sont aptes au travail et devraient rester en vie. Affaire confidentielle du Reich. Très vénérable professeur, les Juives ne doivent pas être au courant. Vous pourriez profiter d'un examen général pour leur injecter le produit requis. Quant à l'efficacité de la stérilisation, il faudrait procéder à des expériences plus poussées, en enfermant pendant un certain temps une Juive et un Juif ensemble, afin de constater le résultat. Heil Hitler. Chère sœur, je voulais me trouver une autre sphère d'activité et me ménager une certaine autonomie. Le roi Heinrich m'a toutefois déclaré, concernant mes intentions, que la seule idée que je veuille gagner ma vie par moi-même lui était insupportable. Dès que la guerre sera finie, il veut nous acheter une maison de campagne, qui serait à jamais notre foyer et notre refuge. Il aurait l'idée d'y exploiter soit une petite pépinière, soit un élevage de petits animaux, afin de la rentabiliser. Ta sœur Hedwig. Le 20 mai au soir, nous étions assises sur la terrasse. Nous avons joué aux cartes et écouté les actualités. Soudain, quelqu'un a klaxonné très fort. Nous nous sommes demandé qui se permettait ça. C'était papa en personne. Nous avons passé 3 soirées ensemble. Poupette était ravie. Papa a apporté beaucoup de fruits, de légumes et 150 tulipes rayées, dentelées et bicolores. Maman a montré tout le jardin à papa. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu papa en civil. C'était merveilleux. Papa est reparti ce matin. Quartier général, juillet 1942. J'ordonne le déplacement de toute la population juive du territoire du gouvernement général. À partir du 31 décembre 1942, aucune personne d'origine juive ne pourra séjourner dans le gouvernement général.
Ces mesures s'imposent pour la séparation ethnique et raciale des peuples dans le cadre du nouvel ordre européen, ainsi que pour la sécurité et la pureté du Reich allemand et de ses territoires d'intérêt. Toute requête de modification ou de dérogation émanant d'autres services doit m'être présentée personnellement. Heil Hitler. Signé H. Himmler. Nous leur avons confisqué les biens qu'ils avaient. Ces biens ont évidemment été transférés en totalité au Reich. Nous n'avons rien pris pour nous-mêmes. Nous avions un droit moral, une obligation envers notre peuple de tuer ce peuple qui voulait nous tuer. Mais nous n'avons pas le droit de nous enrichir personnellement avec une fourrure, une montre, un marque ou une cigarette, ou quoi que ce soit d'autre. « 10 août 1942, ma chère mamie. Je profite du colis pour vous écrire quelques lignes. La ceinture est pour toi, la corbeille est pour toi. Peut-être aimeras-tu le plateau et la coupe en argent, et les étoffes en soie noire et bleue, avec du blanc, et le sac à main bleu. Pour notre chère petite, il y a un bracelet en or et un vêtement de sport. Une fourrure, une boîte de compas et un lainage bleu vont suivre. Avec amour, ton Heini. » Nous étions à l'est devant Stalingrad et nous voici derrière Kiev. C'est une grosse différence. Partout, nous manquons de munitions et d'armes. La Luftwaffe est toujours aussi mauvaise. Göring ne s'occupe plus de rien, ce vaniteux. Goebbels en fait beaucoup, mais il se met toujours en avant. J'aurai bientôt 50 ans et j'ai vécu tant de contre-coups. La guerre est entrée dans une phase grave. Stalingrad fut une mise en garde. Que va-t-il encore arriver? Je crois le Führer. Notre peuple ne peut et ne doit pas périr, même si la situation intérieure est critique. En Europe, nous n'avons plus d'alliés. Nous sommes totalement livrés à nous-mêmes. Je n'ose imaginer ce qui se produira si nous perdons. Certains généraux sont déjà tombés. Si papa... Non, c'est tout simplement impensable. Ma chère mamie, quelques lignes en vitesse. J'envoie ci-joint 2 colis et un gâteau aux fruits. Dans les prochains jours, je serai à Lublin, Zamość, Auschwitz, Lviv. Je suis curieux de savoir si je pourrais téléphoner. Je serai à environ 2000 km de Gmund. Affectueusement. Passe de belles journées à Gmund auprès de notre fille. Des baisers du fond du cœur, ton papy. Cher camarade Himmler, suite à l'inspection du camp de concentration d'Auschwitz, j'octroie exceptionnellement les quantités suivantes. 1000 tonnes d'acier de construction, près de 100 tonnes de canalisation pour la distribution d'eau. Cette quantité d'acier est uniquement destinée à l'extension des camps de concentration, en particulier celui d'Auschwitz. Heil Hitler, votre Speer. Cher camarade Speer, je vous remercie de tout cœur pour votre lettre et pour l'octroi de quantités d'acier supplémentaires, surtout pour l'extension du camp de concentration d'Auschwitz. Votre accord a conforté ma conviction que la justice existe encore. Heil Hitler. Votre H. Himmler.
Mon très cher, il y a eu des frappes aériennes. Merci. Demande s'il te plaît pour nous au moins 4 cartes d'alimentation. Cela nous revient de fait. Nous avons des alertes quasiment chaque jour. Une fois même pendant 4 heures. Une bande argentée est tombée dans notre jardin lors des dernières attaques aériennes sur Munich. Tous reçoivent des distinctions et des décorations, sauf papa. Il devrait être le premier à en recevoir. S'il n'était pas là, beaucoup de choses seraient différentes. Ma chère mamie, je suis toujours désolé quand j'ai bien dormi et que j'apprends au réveil que les avions sont venus. Je joins les coupons d'alimentation. Mais rassure-toi, tout se passera bien. Je travaille plus que jamais. Reposez-vous bien, toi et notre gentille fille. Baiser affectueux, ton papy. Juin 1944. L'invasion a commencé dans la nuit du 5 au 6 en Normandie, par la Manche. Nous avons déjà abandonné Cherbourg. Les Russes veulent la Baltique. Ils traitent les gens de façon indescriptible. Un télégramme est arrivé hier. Une place aurait été trouvée pour Gerhard. Il est peu probable qu'il viendra nous voir avant de partir au front. Il est très courageux et très content d'être avec les SS à Brünn. Je trouve qu'il est devenu plus aimable. Le Führer ne veut pas croire que le soldat allemand n'a plus envie de se battre. Papa est tellement convaincu de la victoire. Il serait inconcevable que nous perdions. Quand la situation est grave, on fait appel à son aide. L'Allemagne entière a les yeux rivés sur lui. Malgré ça, il est joyeux et de bonne humeur quand il appelle. Ma très chère mamie, ma chère poupette. En dépit de toutes ces difficultés accablantes, je suis fermement convaincu de la victoire finale. Je te joins aussi un très beau poème, Rédemption. Poupette devrait aussi le lire. Rédemption. Depuis la cathédrale de Metz, l'horloge a sonné 4 fois. L'heure de la relève. La faute ne pèse plus. L'ancienne, que la puissante épée impériale allemande règne à nouveau et inspire le respect comme autrefois. L'heure de la relève. L'Allemagne reprend ses anciennes positions. À l'ouest, rougeoient les brumes du soir. À l'est, sur la Moselle, le jour se lève. Et c'est à toi, peuple allemand, qu'appartient l'avenir. Baumert voulait convaincre maman de nous rendre dans le Valais sous un faux nom. L'endroit où nous allons doit absolument rester secret. Je suis encore ici parce que Heini le veut. Mais cela me fait beaucoup de peine pour mon travail et pour ma réputation. Lorsque face au danger, on n'est plus à son poste, on s'attire le mépris à juste titre. Aujourd'hui, je suis restée couchée jusqu'à midi. Maman trouve que ce n'est pas bien du tout que je sois couchée. Mais je reste tout de même couchée. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde, et surtout chez nous. En bref, le 24 au soir. 17 avril 1945. Ma très chère mamie, ma très chère petite fille. Comme M. Baumert se rend dans votre région, je profite de l'occasion pour lui remettre cette lettre. Il expliquera beaucoup de choses de vive voix à mamie.
Mais il apporte tout de même ces quelques lignes et un petit colis. Les temps sont extrêmement durs pour nous tous. Et pourtant, je crois fermement que tout va bien se terminer. Mais c'est dur. Mes chéris, restez en bonne santé. L'Ancien va veiller sur nous, en particulier sur le peuple allemand courageux, et il ne nous laissera pas sombrer. Je vous envoie à toi, ma chère mamie, et à toi, ma poupette, ma chérie, beaucoup, beaucoup de tendres baisers. Heil Hitler, avec tout mon amour, votre papy. Je crois, messieurs, que vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas un être assoiffé de sang, que je n'éprouve ni joie ni plaisir quand je dois faire preuve d'intransigeance. D'autre part, j'ai les nerfs tellement solides et un sens du devoir si grand, je peux vraiment m'en prévaloir, que lorsque j'estime qu'une chose est nécessaire, je l'exécute sans faire le moindre compromis. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Wir alle können nur ein Bestreben haben, dass man einmal über uns sagt, diese deutschen Offiziere, diese deutschen Soldaten, diese deutschen Generale, sie waren anständig. Who do you think was responsible for the concentration camps? Ich denke, für die Lager war es mein Mann. Did your husband discuss the war with you? Sicher, über den Krieg haben wir gesprochen. Did you talk about the concentration camps? Nein, nie. He never said anything to you about them, and you never said anything about them to him? Nein, wir haben nie darüber gesprochen. Weren't you interested? Ich wusste nichts davon. Why didn't you ever ask him about the camps? Ich weiß es nicht.